Créé à l'initiative de la ville de Deauville en 2011, le rendez-vous annuel Normandie en tête réunit à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes des personnalités normandes d'exception. Témoignages, temps d'échange, une nouvelle fois ce rendez-vous célèbre les femmes dans toute la diversité de leur réussite. Et cette édition 2026 s'est déroulée aux Franciscaines de Deauville autour du thème « Le dépassement de soi ». Des profils de femmes normandes qui, chacune dans leur domaine, s'illustrent par leurs exploits physiques, sportifs ou artistiques. Cette conférence a été enregistrée, ainsi que les échanges avec des élèves de classe de seconde et de quatrième. Et aujourd'hui, Westrack vous rediffuse cette conférence. Moi, je suis Caroline. Je vais animer cet échange que nous allons avoir avec Tatiana et Amina. On va commencer par toi, Tatiana. Alors moi, je vais juste dire une première phrase et puis après, je te laisserai dérouler. Tatiana, à l'âge de 7-8 ans, tu as mis tes petits petons sur un fil ou sur une corde, tu me diras. Et plusieurs années plus tard, une dizaine d'années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, tu recevais la médaille d'or du cirque contemporain pour les performances et les exploits que tu réalises sur justement cette corde en termes de funambulisme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps et comment es-tu arrivé à avoir envie de poser tes pieds sur cette corde à l'âge de 7 ans ? Alors, pour moi, ça s'est fait un peu instantanément. J'avais 7 ans et demi. J'ai vu une funambule qui traversait entre la mairie et la sécurité sociale. Et quand je l'ai vue, j'ai fait une espèce de projection. J'avais envie d'être à sa place. Je me sentais pas bien sur le sol, j'avais envie de monter. J'étais quelqu'un qui grimpait beaucoup dans les arbres petite, j'adorais ça. Et il y avait une école de cirque où j'habitais, qui était tenue par un ancien traditionnel du cirque qui était en plus spécialisé en funambule. Et j'ai démarré là-bas à l'âge de 8 ans. Et je me suis beaucoup entraînée parce que j'aimais ça. J'ai fait ça j'ai fait l'école normale et j'allais m'entraîner au début de 2-3 heures par semaine. Dès le collège, j'étais plus à 7 heures d'entraînement par semaine et les week-ends, on partait un peu en représentation. J'ai passé mon bac et ensuite j'ai fait 2 ans de psychologie à la fac parce que mon projet, c'était plutôt d'être éducatrice spécialisée. Et 2e année de fac, je ne pouvais plus m'entraîner sur le fil avant parce que ça avait changé de direction, je vous épargne les détails. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas arrêter de faire du fil, que ce fil, ça me canalisait. En fait, c'est vraiment une discipline qui demande, qui permet de nous faire rentrer dans un autre état et qui pose. Et moi, j'ai tendance à être hyperactive, à pas trop tenir en place. Et c'est vraiment une activité qui me permet de pouvoir respirer, de ne pas avoir de pensées parasites et d'être juste dans ce que je fais. Et ça me fait beaucoup du bien. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de tenter des écoles de cirque supérieur. Donc il y a tout un dispositif qui accompagne ceux qui veulent devenir artistes. J'ai fait une école préparatoire aux écoles sup sur Montpellier. Et ensuite, j'ai été prise au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Et sur 3 ans, j'ai appris le métier de funambule et j'ai commencé à me produire. Au début, c'était compliqué parce que je ne trouvais pas de travail, parce que le problème du funambule, c'est que c'est en hauteur et il n'y a pas énormément de bâtiments qui peuvent nous accueillir. Et moi, je rêvais de faire des grandes traversées en extérieur. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai réussi à entrer dans des compagnies. Le Festival mondial du cirque de demain, ça m'a aidé à être plus connue. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler. Et c'est devenu ton métier. Et c'est devenu mon métier. Oui. Alors, je ne vais pas poser beaucoup de questions parce qu'il y a des jeunes qui ont des questions pour toi, mais quand même, tu as une particularité dans la pratique de ton métier. C'est que tu avances sans harnais ni filet. Pourquoi ? Parce que j'en ai pas besoin. Pour moi, cette discipline, elle est très symbolique. C'est une représentation de la prise de risque de marcher sur un fil. Donc on s'imagine que c'est très compliqué, qu'il y a tout un imaginaire autour de ça. Mais en vrai, c'est beaucoup plus... Ah, putain, c'est pas évident.
quand on est spécialisé et qu'on sait le faire, ça ne demande pas énormément d'être en hauteur. Et en même temps, ça demande énormément. Ça veut dire être capable de calmer son mental. Ça veut dire d'être présent à cet endroit-là. Donc nous, ce qu'on a fait au fur et à mesure des années, c'est qu'on a mis en place un protocole de sécurité. Ce qui est important pour moi, c'est de me dire que je suis capable de m'arrêter à n'importe quel moment. Du coup, j'ai un baudrier et une longe de sécurité qui est cachée sous mon costume. Du coup, si jamais il y a trop de vent ou que je me sens pas bien ou peu importe, je peux m'asseoir et je peux m'accrocher. Et il y a une équipe de chaque côté, il y a un technicien qui est là avec un kit de survie qui est prêt à venir me chercher sur le fil et à me descendre. Donc moi, comme j'ai cette sécurité, ça me fait un espèce de truc d'un point de vue mental et ça me permet de pouvoir y aller et évoluer sans longe de sécurité accrochée. Et je pense que c'est aussi pour nous un parti pris. On peut mourir à chaque pas. Et on n'est pas obligé de monter sur un fil pour pouvoir se dire qu'on peut mourir à chaque pas. On est tous des êtres mortels et on l'oublie. Si on a un point commun dans cette salle, c'est qu'on va tous mourir. Bah ouais, désolé, hein. Mais on va pas tous mourir en même temps. Et on ne sait pas à quel endroit ça va se terminer pour nous. Et en fait, ce truc de mortalité, il est là partout. Et je me sens beaucoup plus en sécurité sur un fil à 55 mètres en hauteur que dans ma voiture où je me sens en sécurité et où je pense qu'il ne va rien m'arriver. Sur le fil, vu que je suis à cette hauteur-là et que je m'expose, mon corps, il est beaucoup plus calme, il est beaucoup présent à ce que je fais, beaucoup plus présent à ce que je fais. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait le risque, c'est quelque chose de conscient, là où le danger, c'est quelque chose d'inconscient. C'est l'endroit où on pense que c'est OK. Mais c'est jamais OK, il faut toujours être vigilant sur tout. Donc quand vous allez traverser la route avec votre téléphone et puis je sais pas quoi, bah, c'est souvent dans ces endroits-là que ça peut arriver parce qu'on n'est pas présent à ce qu'on se fait, on est ailleurs. Voilà. Alors, je sais qu'il y a Margot qui a une question à te poser. Alors, super. Margot a une question qu'on a préparée. On a fait un petit atelier sur les techniques journalistiques et les techniques d'interview. On t'écoute, Margot. Alors, comment dépassez-vous la peur après une chute ? Merci Margot, tu vois que tu y es arrivée. Merci. Comment on dépasse la peur après une chute ? Ça dépend de plein de choses. C'est un processus. Je vais vous parler j'ai pas fait énormément de chutes parce qu'en fait, je me suis préparée au fur et à mesure. Mais il m'est arrivé quand même un petit incident où je suis tombée. C'était à 2,50 m de haut. C'était pour un spectacle sans balancier. Il faisait un peu trop chaud. J'étais un peu trop jeune. Je ne me suis pas rendu compte de la quantité de travail que j'avais amorcé. C'était un spectacle qui mélangeait cirque et danse. Du coup, j'avais énormément de chorégraphie à apprendre et ça me demandait beaucoup d'énergie. Et en fait, je suis tombée en faisant ça s'appelle un tombé assis sur le fil. Tu es là comme ça, tu sautes, tu tombes assis sur le fil et ensuite tu remontes avec le ressort. Et en fait, j'étais un petit peu décalée. Quand je suis arrivée sur le fil, il y avait de la poussière, j'ai glissé. Et là, j'étais prête à accrocher le fil. Et en fait, j'ai eu une montée d'adrénaline et je suis tombée dans les pommes. Et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée debout, ça fait pieds, genoux, tête. Mais je me suis fracassée les dents. Du coup, j'avais une dent cassée, enfin, voilà, la lèvre comme ça, c'est horrible. Et ça a été long, le processus pour pouvoir remonter. J'ai dû d'abord comprendre ce qui s'était passé, analyser pourquoi est-ce que j'étais tombée. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là ? Parce qu'un accident, ça n'arrive jamais tout seul. Il y a toujours une suite d'incidents qui mènent à l'accident. Et c'est hyper important d'être conscient de tout ce qui peut se passer avant pour ne pas reproduire la même chose. Donc j'ai fait tout ce process-là. Et après, j'ai dû dépasser l'appréhension parce qu'il y a une appréhension qui s'est installée sur le fil de fer. Donc c'était très intéressant parce que j'étais tombée à 2,50 m, du coup j'avais peur à 2,50 m. J'avais pas peur à 5 mètres avec mon balancier. Donc ça c'est vraiment, la peur elle s'est fixée sur quelque chose de très précis. Et ça a été vraiment de revenir petit à petit en retravaillant les choses, en comprenant ce qui s'était passé pour pas reproduire la même chose que j'ai déjà dit et en me faisant accompagner aussi. Parce qu'on n'est pas, on imagine souvent une personne qui est toute seule là-haut,
Mais en vrai, quand je suis sur mon fil, il y a toute une équipe qui est derrière. Je travaille avec un kiné, une kiné, un ostéo, j'ai une psy que je peux voir. Je me suis formée là maintenant en préparation mentale. J'ai tout un réseau de personnes que je peux contacter si jamais j'ai le moindre souci. Et ça aussi, d'un coup, quand je monte sur ce fil, j'ai l'impression que j'ai une armée derrière moi. J'ai des tas de personnes qui sont prêtes à me rattraper. C'est comme si ça créait un filet virtuel. Donc c'est tout ça qui m'a permis de pouvoir remonter. Tom a une question également pour toi. Je ne sais pas où est Tom. Il est parti, Tom? Ah non, bah voilà. T'as oublié ta question, Tom? Alors, moi j'avais le trac. J'avais noté. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le funambulisme? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le funambulisme? Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que ça répondait à ma question existentielle de petite fille qui avait besoin de faire une activité qui lui permette de pouvoir se poser et où on l'accepte. Parce qu'à l'époque, on parle, je suis née en 1984, il y avait un côté où c'était mal vu de grimper quand on était une fille. Et tu te prenais toujours des réflexions dans la tronche. T'es un garçon manqué, t'es ceci, t'es cela. Enfin, c'était pas évident. Et là, je faisais enfin une activité où on me disait bravo parce que je grimpais en l'air. Donc c'était vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et ce qui était chouette, c'est que la personne qui donnait les cours faisait pas de distinction homme-femme. C'était tout le monde était logé à la même enseigne. Et ça aussi, ça m'a permis de me rendre compte qu'en tant que femme, on était capable de faire la même chose que les hommes. Et c'était hyper important pour moi, je pense. Merci beaucoup. J'aurais beaucoup de questions à poser, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'accueille Amina et Marie qui viennent de nous rejoindre. On va peut-être commencer par Amina parce qu'on a fait des ateliers où les jeunes ont préparé des questions. Alors, Amina, quand tu as vu les jeunes, tu leur as expliqué un peu ton parcours, un petit peu. Qui n'a pas vu Amina ce matin? Il y a eu beaucoup de monde. Okay. Ouais, moi, je vais réexpliquer. Alors, voilà, si on peut juste te présenter, tu es pas née au Havre, mais en tout cas, tu as grandi au Havre. J'ai pas dit que tu étais née à Caen, mais c'est vrai que c'était important aussi de dire que voilà, vous avez ici 3 femmes conquérantes et normandes conquérantes. Amina, tu as grandi au Havre. Je vais faire très court. Tu as poussé la porte d'un club de boxe à l'âge de 18 ans. Et plusieurs années plus tard, tu participais au JO. Exactement, bien résumé. Comment cela est né et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, comment c'est arrivé? Je suis tombée je regardais un documentaire sur la vie de Mohamed Ali et j'ai appris qu'il avait une fille qui s'appelait Laila Ali qui pratiquait la boxe. Donc, naturellement, je suis allée regarder juste par curiosité et j'ai eu un coup de foudre avec cette femme, de ce qu'elle dégageait. Elle est très belle aussi. Et moi, j'étais tout le contraire à ce moment-là. Comme tu l'as dit, j'étais en échec scolaire. J'avais peu confiance en moi. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de ressembler à cette femme qui est sûre d'elle, qui est charismatique, qui sait ce qu'elle veut. Donc, si ça doit passer par la boxe pour devenir cette femme-là, je vais essayer ce sport. Et c'est comme ça que j'ai poussé la porte de la salle de boxe. Et j'ai eu un vrai coup de cœur aussi avec ce sport, mais aussi avec tout l'environnement qu'il y avait, l'ambiance au sein du club, l'entraîneur et puis les camarades de club aussi. Et coup de chance, tu as aimé ce sport? J'ai aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé et aussi je pense ce qui a beaucoup joué c'est que j'avais pas mal de facilité dans le sport, donc sur l'aspect technique j'arrivais à me déplacer très facilement et voilà, c'est ces petits jeux de toucher l'adversaire sans se faire toucher qui m'a encore plus fait... je suis une compétitrice donc j'avais envie de toucher la personne plus qu'elle peut me toucher et c'est comme ça qu'est partie l'aventure. Ouais. Alors cette aventure, elle t'a conduite à gagner beaucoup de championnats qui t'ont permis de participer. Alors une première fois ratée, on va dire la participation n'a pas pu avoir lieu. Comment ça s'est passé en 2020 ? Alors en 2020, la participation pour les JO, ça a été compliqué parce que le tournoi de qualification a été annulé à cause du Covid et donc malheureusement je ne figurais pas dans le classement mondial. Donc, et du coup ça a été une grosse déception, mais voilà, c'était parti remise, j'étais encore plus motivée, j'ai pris un peu de repos et on est reparti à fond. Et le à fond, ça t'a mené en 2024 ?
ça m'a mené avant 2024 à performer sur des compétitions majeures telles que les championnats du monde et les Jeux européens. Et ensuite, je me suis qualifiée de la plus belle des façons aux Jeux olympiques en décrochant la médaille d'or aux Jeux européens l'année d'avant. Et voilà, les Jeux olympiques, ça a été une expérience assez exceptionnelle. C'est un truc qu'il fallait vivre une fois dans sa vie et encore plus en France. Malheureusement, j'ai pas eu le résultat pour lequel j'avais travaillé très très dur. Mais c'est comme ça, c'est la vie du sportif et même la vie tout court. Parfois, on travaille très dur pour quelque chose et finalement, on ne l'a pas, mais faut rien lâcher, on aura autre chose ou alors, faut travailler encore plus pour l'avoir. Moi, je suis très bornée, donc là, en route pour Los Angeles 2028, la prochaine Olympiade, pour aller chercher ce qu'il faut. Alors, il y a 2 premières questions. Il y a Enola qui a une question pour toi et on pourrait suivre par Nila. Alors, comment avez-vous réussi à vous mettre à niveau à la boxe par rapport aux autres, car vous avez commencé la boxe tardivement? Cette question, elle revenait très très souvent au début, surtout les membres de ma famille, en fait les personnes les plus proches, qui me disaient « Mais Amina, t'as 18 ans, t'as jamais fait de boxe de ta vie, comment tu vas pouvoir rivaliser avec des personnes qui ont commencé ultra jeunes ?» Et en fait, je m'étais jamais vraiment arrêtée sur ça, parce que moi, je partais dans l'état d'esprit où j'ai commencé à 18 ans. J'ai certes peut-être beaucoup de retard, mais en fait, je m'en fous complètement en vrai. Je ne m'attardais pas du tout dessus. J'étais ultra motivée, j'étais très passionnée par ce sport. Donc, dès le début, je m'entraînais beaucoup. Je regardais beaucoup de grandes boxeuses aussi, ce qui m'a permis d'apprendre en regardant. Et puis, en réalité, ma progression, elle a été ultra fulgurante dans le début. Et puis après, il faut continuer, maintenir ce niveau d'engagement et de détermination sur les années qui suivent. Et puis j'ai rattrapé assez rapidement toutes ces années de retard. Il y a Nila et Hélène également qui ont une question pour toi. Alors, je ne sais pas si Nila... Oui. Si vous n'aviez pas été en échec scolaire, pensez-vous que vous auriez eu le même parcours? Je suis persuadée que non. Parce que je me dis à 18 ans, si j'étais pas en échec scolaire, ce serait l'année du bac. Et à quel moment l'année du bac on s'engage à 100% dans un sport ou même à faire un sport tout court? On n'a pas le temps, on doit beaucoup réviser. Et c'est sûr que mon échec scolaire, ça a été l'élément déclencheur et aussi le fait que mon mental, il est passé de je suis une jeune comme tout le monde, normal, à je suis une jeune qui va rien lâcher pour réussir et pour être la meilleure dans tout ce que je veux. Et donc, à partir de là, j'ai repris mes études et j'ai validé ça. J'ai obtenu mon bac, mon BTS pour pouvoir me consacrer pleinement à la boxe derrière parce que je savais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Hélène, je ne sais pas si Hélène a déjà le micro. Et il y a Maureen également. Alors Maureen, elle a plein de choses à te dire. Qu'est-ce que la boxe vous a apporté physiquement, mais surtout mentalement? Alors physiquement, c'est ce que la boxe m'a apporté. Je pense que c'est comme beaucoup de sports, ça apporte. On a beaucoup plus de cardio quand on monte des escaliers. Moi aussi, ça peut arriver que je sois essoufflée quand je monte des escaliers, mais généralement, on a notre corps qui se muscle. Mais en réalité, c'est surtout mental. Parce qu'on prend confiance en soi, on sait de quoi on est capable, et donc on a plus confiance, on soigne sa posture quand on marche, et puis on a beaucoup d'autres exemples, que ce soit au club, mais des grands sportifs, on sait comment on doit se tenir, comment on doit parler, on sait qu'un sportif, il doit donner le bon exemple, il doit bien se comporter, et ce que ça apporte aussi, c'est beaucoup de détermination, de la résilience, de se dire, en fait, souffrir à l'entraînement, j'ai l'habitude, je fais ça tous les jours. Et donc, en fait, on applique ça sur toutes les autres étapes de sa vie, sur toutes les autres choses. Donc, que ça soit dans les études, dans le travail ou dans tous les autres domaines, dans les relations qu'on peut avoir avec les gens, on est beaucoup plus calme. Et c'est aussi il y avait un mot que je voulais dire et qui m'a échappé. La résilience. La discipline. C'est exactement ce mot. La discipline, c'est un mot qui est ultra important et c'est un mot qui revient souvent parce qu'on me dit « mais ça fait plus de 10 ans que tu fais de la boxe, tu es toujours motivé ». Et je leur dis « mais on est très loin de la motivation et il y a des jours où
je suis pas du tout motivée, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, je suis fatiguée, je suis blessée. Mais en fait, on a un fil rouge. On sait qu'il faut suivre ce chemin-là pour atteindre cet objectif. Donc à un moment donné, si tu t'écartes, il ne faut pas être surpris de ne pas faire de médaille ou par exemple de rater son bac si je n'ai pas révisé de l'année. Et donc il faut suivre vraiment un chemin et se dire je lâche rien, je continue dans ça. Parfois, certes, il y a des moments où je suis fatiguée, je craque un petit peu, 1 jour, 2 jours, je récupère et puis on revient rapidement. Maureen, Avez-vous un combat en particulier et si oui, avec quelle personnalité? alors ce qu'il faut préciser, c'est que Maureen, elle pratique la boxe. Donc Ok. elle n'ose pas le dire, à Villers depuis 3 ans. Et Super. c'est de la boxe anglaise comme toi. Oh, top. Du coup, la question c'est est-ce que j'ai un combat en particulier? De rêve. Un combat de rêve que j'aimerais faire avec une personnalité. Waouh, c'est une question qui est très très dure. Un combat de rêve que j'aimerais faire avec une personnalité, je dirais avec un grand nom de la boxe qui était ultra connu, c'est Mohamed Ali, et j'ai été inspirée par sa fille, donc forcément c'était un très très grand boxeur, très technique. Donc je pense qu'un combat face à lui, ça serait assez exceptionnel. En plus, il aime beaucoup narguer, il aime se moquer un petit peu, donc ça serait assez rigolo. Merci Maureen, c'était une chouette question. Marie, super. Marie Léoté, on va reprendre le micro. Bonjour. Marie, toi, tu es née à Rouen? Non, Tu es née à Paris, mais tu es née j'ai à Paris, mais tu as Rouen. grandi à Rouen. Marie, je vais faire comme pour Amina et Tatiana. Je vais la faire courte. Tu as une grosse quarantaine d'années. Tu es à Singapour. Tu es directrice financière d'une grande entreprise. Tu as un profil d'expatrié. Oui, expatrié, c'est qu'on on travaille dans un grand groupe et puis on passe de pays en pays. Tu aimes beaucoup voyager. Tu te définis toi-même comme une marathonienne du dimanche. Hein, c'est toi qui dis ça, c'est-à-dire que tu aimes la course à pied. Et puis, tu décides de partir, faire le tour du monde en courant, traverser 4 continents. Ça va durer 2 ans et demi. J'ai plus en tête le nombre de kilomètres, mais tu vas nous dire. Et tu es la femme qui a parcouru le plus rapidement et le plus longtemps ces 4 continents. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu changes complètement cette vie que tu avais? Eh bien, je reprends ce que disait Tatiana au moment où je suis arrivée. Tu as parlé de cette quête que tu as depuis l'enfance en toi. Alors toi, c'était situé sur quelque chose d'autre. Moi, j'ai vécu à Rouen. Si vous voyez la géographie de Rouen, on est un peu entouré par des collines basses. Il y a la colline de Canteleu, la colline Sainte-Catherine. Et en fait, on a l'impression d'être dans une espèce de cuvette. Et moi, toujours, enfant, c'était mais qu'est-ce qu'il y a derrière les collines, quoi. J'avais envie juste d'aller derrière la colline, voir ce qu'il y avait. Alors derrière les collines, il y a la mer, il y a Paris. Enfin, derrière les collines, c'était un monde merveilleux, sans fin. Et donc ça, c'est important aussi, vous, à votre âge, vous êtes jeune, de garder en vous ce qui vous anime enfant. Où se place votre curiosité? Vous êtes curieux de quoi? On est tous curieux enfant. Pas les mêmes choses, mais ça aide beaucoup de le garder vivant en soi, ce truc. Donc moi, tu as dit que j'étais expatriée, mais en fait j'étais nomade, c'est-à-dire je ne travaillais pas pour un grand groupe. Moi, ma vie d'adulte, c'était, bon voilà, tiens, j'habite en Écosse, là, j'ai trouvé un boulot pendant 2-3 ans. Tiens, j'irais bien habiter, allez, pof, en Grèce. Ouais, j'aimerais bien savoir ce que c'est de vivre en Grèce, comment ils vivent les gens en Grèce, comment ils parlent, quelle est leur culture. Et en fait, j'ai fait ça toute ma vie, de pays en pays. Alors ça aide, on apprend les langues étrangères, on apprend à être à l'aise un peu partout dans le monde. Et ça, c'est tout ce que je recherchais, de pouvoir me dire, tiens, je me pose là, ben voilà, j'étais en Asie, je me pose là, comment ils vivent là, les gens, qu'est-ce qu'ils mangent, cette rue-là, je la connais pas, mais d'ici quelques temps, elle sera très familière, ce sera mon quartier. Et en fait, la vie, pour moi, était comme ça. Et finalement, pour moi, c'est la continuation de cette quête de l'enfance. Et je me suis dit, bah, je vais faire un petit coup d'accélérateur, plutôt que d'y aller par 2-3 ans dans chaque pays, comme je fais depuis 20 ans. Je vais prendre mes baskets et je vais aller faire le tour du proprio en courant. Voilà, c'est venu comme ça l'idée. Ça paraît aussi simple, mais elle est venue très simplement l'idée. Et donc quand l'idée de tour du monde en courant s'est assemblée dans ma tête, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google et j'ai écrit « Est-ce que ça existe un tour du monde en courant? Est-ce que ça a déjà été fait ?» Et j'ai vu que 6 personnes l'avaient déjà fait, donc une femme et 5 hommes.
Et donc de là, dans ma tête, c'était le projet est validé en fait, c'est faisable, donc allons-y. Et voilà. Et 2 ans après l'idée, je partais. Et donc, tu es parti, alors tu es parti seul, tu es parti avec une petite charrette, c'est ça, une petite carriole qui t'a transporté derrière toi. Voilà, donc je suis parti, il fallait que je transporte mes affaires, et ça me paraissait évident que si je mettais tout sur le dos, j'allais courir à la blessure, parce qu'on met beaucoup de pression sur ces articulations, que j'ai beaucoup mises à l'épreuve pendant... J'avais choisi de courir la distance d'un marathon par jour. Marathon parce que c'était un mot très symbolique pour moi. J'ai débuté la course à pied en Grèce, près de la petite ville de Marathon. Donc pour moi, le mot marathon m'a assaillé depuis... Alors, on va juste poser la question. Vous savez combien de kilomètres c'est un marathon ? 195. Voilà, 42,195. Et il est important, 195, parce qu'il s'accumule tous les jours. Parce que c'est les plus durs. Et donc la circonférence de la planète, parce que tu as parlé du nombre de kilomètres, la circonférence de la planète, c'est 40 000 kilomètres, mais comme vous le savez, la planète, c'est 70% d'eau. Et donc, bon, je me suis contenté des masses terrestres, et donc dans une continuation ouest-est, j'ai traversé l'Europe, l'Australie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et j'ai parcouru près de 30 000 kilomètres. Donc pas tout à fait la circonférence totale à l'équateur, mais 30 000, donc c'est l'équivalent de 700 marathons d'affilée. Voilà. Et 700 marathons d'affilée sans aucune blessure, ou quasiment rien qui, mis à part le Covid, t'a obligé à t'arrêter. Voilà, donc pour moi c'était essentiel quand je me lance dans ce projet, c'est de me dire, parce que s'il n'y a que 6 personnes avant moi qui ont bouclé le tour du monde, je vous assure qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont tenté l'aventure. Donc une des choses que j'ai regardées, c'est ces personnes qui finissent pas, pourquoi elles finissent pas ? Pourquoi à un moment donné elles arrêtent ? Qu'est-ce qui les met au pas ? Et en fait, oui, alors blessure numéro 1. Donc je me suis dit, ma blessure, c'est un peu mon cheval de course, quoi. Je vais apprendre à savoir comment elle fonctionne. Je vais être ma propre mécano. Et donc, dans ces 2 ans de préparation, ça a notamment inclus d'apprendre exactement comment tout fonctionnait. Je suis revenu aux planches d'anatomie. Il fallait que s'il y avait une pièce qui ne marchait pas, je sois capable de réparer le truc en route et surtout de comprendre qu'il y avait un truc qui ne marchait pas avant que ça débloque toute la machine. Donc ça, c'était un travail qui était très très important. Amina parlait tout à l'heure d'engagement complet, de détermination. L'engagement sur un projet comme ça, il est partout. Il est dans la connaissance de soi, dans la connaissance de ses peurs, dans la connaissance de la machine. Et donc, voilà, ça a permis, c'est le chiffre dont je suis plus fier, c'est 0. C'est pas le nombre de kilomètres ou le nombre de marathons, 0 blessure. Pour moi, c'est juste la preuve que ça a été fait en bonne intelligence. Et je suis sûr que j'ai pas du tout atteint mes limites. On aurait pu courir plus de marathons par jour, on aurait pu continuer encore 1 an ou 2, je sais pas, mais d'avoir cette réflexion-là et cette compréhension-là, moi je pense que ça permet de balayer toutes les barrières là qu'on nous met devant nous. Il n'y a pas vraiment de limite. Amina nous parlait d'inspiration. Tatiana, je sais aussi que tu as été inspirée par des femmes, ou en tout cas des personnes autour de toi. Quelle a été ton inspiration à toi, Marie ? Je raccroche Tatiana encore. Bon, je suis née un peu avant toi, je suis née en 77. Donc moi, mon enfance, c'était dans les années 80. Et je me rappelle que quand on est une petite fille dans les années 80 et qu'on aime être dehors et qu'on aime se dépenser, qu'on aime taper dans une balle et qu'on aime courir et qu'on aime... Eh ben oui, on se prend des garçons manqués, on se prend des... Tu te dis, bon, c'est pas normal, je dois pas faire ça, moi. Et je me rappelle qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de femmes aventurières, il y avait des Jean-Louis Etienne, vous ne connaissez pas, mais c'est des Mike Horn, un peu, des aventuriers avec des gros biscottos, un couteau entre les dents. Et pour moi, l'aventurier, c'était forcément un homme, vu que c'est tout ce qu'il y avait dans le paysage. Mais il y avait cette femme extraordinaire, Catherine Destivelle. Catherine Destivelle, pour vous donner une idée, c'est une femme qui s'en foutait des clichés des femmes. Elle était championne du monde de Varap. La Varap, c'est elle grimpait sur les montagnes et tout, sans filet, sans rien. Et elle était au même niveau que les hommes. Elle battait la plupart des hommes, d'ailleurs. Et cette femme-là, elle m'inspirait un truc fou elle est libre, elle n'a pas de barrière, elle s'en fout je suis une femme, mais je suis aussi libre qu'un homme, en fait. Et elle s'est emparée de cette liberté, et elle a brillé dans son sport, elle était phénoménale. Et pour moi, c'était quasiment le seul exemple de femme que j'avais, qui était libre, qui vivait de sa passion,
et qui, voilà, en gros, disait voilà, homme-femme, c'est pas du tout le problème. Ce qui va compter, c'est ton engagement, ta passion et la manière dont tu le vis. Donc moi, il y avait cette femme-là, et c'est vrai qu'à l'adolescence, je me suis mise dans des sports d'équipe, et j'ai une expérience qui m'a traumatisée. Moi, je rêvais de faire du baseball. Et le baseball, il y a quelque chose de très... c'est un peu un sport individuel et un peu un sport collectif. Il y a un mélange des deux. Il y a le très beau geste du lancer. Je ne sais pas si vous avez vu le lancer de balle du pitcher au baseball. C'est un geste magnifique. Mais, comme je suis une fille, eh ben, on a la version féminine du baseball. Donc on joue au softball. Donc la balle, elle est plus grosse. Moi, je voulais jouer avec la vraie balle. Mais non, j'ai joué avec la grosse balle. Les distances du terrain sont plus petites. Moi, je voulais être sur la petite butte. Je voulais vraiment lancer ma balle. Et pire que tout, la balle, on la lance en dessous de la hanche. On n'a pas le beau geste du lancer. Donc pour moi, c'était presque... J'étais punie quoi, d'être une fille. Je voulais faire le sport que j'aimais. Et j'avais la punition, je ne pouvais pas. Donc j'ai réussi quand même à Rouen à me faufiler à l'époque dans l'équipe des garçons. Parce que j'y tenais mordicus à mon lancer de balle et à tout ce que j'aimais sur ce sport. Mais voilà, encore une fois, c'est des limites qui sont imposées par la société, par des perceptions. Sachez qu'on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure, les femmes ont pu enfin courir le marathon aux Jeux Olympiques au début des années 80, parce qu'avant ça, on estimait que les femmes, elles n'étaient pas physiologiquement faites pour la course à pied. C'est une aberration, hein. Mais voilà, donc c'est seulement, je crois que c'était en 84, marathon de Boston. 80, et c'est le premier marathon voilà, olympique avec des femmes dedans. Et on découvre qu'elles sont capables de courir le marathon. Absolument, Tout à tu fait. peux raconter l'histoire. Et c'était dans les années 70, la première femme, Catherine, j'oublie son nom de famille, aux États-Unis, à Boston, qui a couru avec un hoodie, là, elle a mis sa capuche, elle avait un gros jogging, et elle a couru le marathon. Et il y avait des hommes d'ailleurs qui ont essayé de la pousser, donc elle avait des copains qui la protégeaient pour qu'elle puisse passer la ligne d'arrivée, et elle a franchi illégalement la ligne du marathon, et puis s'en s'est suivi de Catherine Switzer. Et s'en sont suivis d'autres. Et ce n'est qu'à la fin des années 70 qu'officiellement les femmes ont pu s'inscrire à des courses de marathon. Et c'est fou. Bref. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que donc Marie, vous venez de découvrir son parcours. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions qu'on n'aurait pas préparées tout à l'heure dans les ateliers, mais vous êtes maintenant des super costauds de la question? Non, je pense qu'il y a surtout un timing et ils ont faim. Ok. Ah oui, si, il y a des mains qui se sont levées là-haut. Alors, il y a une jeune fille au milieu. Vas-y, lève ta main pour qu'on voit qui tu es. C'est la question de Roby, mais comment vous préparez mentalement avant de parcourir un grand parcours? Attendez, c'est pas moi. La préparation mentale, c'est ça? La préparation mentale, c'est pour qui la question? Pour Marie. C'est la préparation mentale? Comment je me prépare à me dire je vais faire le tour du monde, c'est ça? Alors pour moi déjà, ça a été réglé dans une petite phrase. Dès que j'ai eu l'idée de ce tour du monde et que je me suis dit tiens, je vais tout jeter à la poubelle, ma belle carrière, ma belle vie confortable à Singapour, etc. Je me suis posé la question très tôt, il fallait que ça soit évident pour moi pourquoi je le fais. Et elle est là la préparation mentale, parce qu'en fait tu vas ancrer du coup toute ta motivation, ta détermination, ton engagement, ta discipline, tout va se rattacher à ça, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et moi c'était tout simple, j'allais faire le tour du monde en courant parce que je voulais découvrir le monde, c'est ce qui m'anime depuis l'enfance. Je voulais le faire d'une manière fun et unique, je voulais que ça soit mon tour du monde à moi. Et oui, surtout, ce qui était important, c'est que je voulais y trouver du plaisir sur le chemin. Et donc voilà, toute cette petite phrase-là, elle résumait exactement pourquoi je le faisais. Donc après, tu peux balancer n'importe quel obstacle sur ma route. Vague de chaleur, la traversée des Andes, le Covid, tout. Ça reste là. Je sais toujours pourquoi je le fais. Et même si un jour je suis fatigué, je m'assois sur le bord de la route en me disant j'en ai plein les baskets, bah, je relève la tête et je continue, parce que je sais toujours pourquoi je le fais. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit. En fait, je pense que la motivation, c'est un problème quand on n'est pas vraiment certain de savoir pourquoi on fait des choses, ou de les faire pour une mauvaise raison. Bah, ce sera le mot de la fin, la motivation, c'est pourquoi on fait les choses. Ah non, il y a encore le micro. Est-ce que vous avez déjà eu une grosse blessure? Et si oui, est-ce que vous avez réussi à vous relever? Alors, j'ai pas eu de blessure, j'ai pas été blessé. Alors si par contre j'ai eu une blessure au doigt, en fait, j'avais pas prévu. J'avais complètement, j'étais en charge complète de ma mécanique.
de ma biomécanique, mais il y avait une partie du corps à laquelle je ne prêtais pas attention, c'était les bras et les mains, parce que je me disais que ça ne faisait pas partie de la mécanique. Mais seulement mes mains, elles poussaient en rythme pendant 42 km par jour, une poussette de 30 kg à bout de bras, en plus du marathon. Et en fait, je me suis abîmé les mains, donc j'ai eu des blessures aux doigts. Bon, ça s'est résolu assez rapidement. Voilà, c'était pas handicapant pour la course, mais ça crée un inconfort dont j'aurais pu me passer, on va dire. Voilà. Amina, peut-être aussi, cette question-là, une blessure, comment on s'en relève? On a pas mal de blessures, nous, en boxe, des blessures qu'on traîne aussi pendant longtemps. Comment on s'en relève, c'est beaucoup de soins, faut faire très attention et avoir une bonne hygiène de vie, mais il faut se dire qu'à un moment donné, ça fait partie du sportif. On peut faire beaucoup de prévention de blessures, du renforcement, mais ça fait partie de notre vie. Alors, nos journalistes en herbe au milieu, oui, encore? Encore moi. Qui vous a soutenu et qui va vous soutenir pour le Tour du Monde? Je suis partie toute seule, donc j'étais soutenue moi toute seule, sur tous les points de vue, physique, logistique, financier, pas de sponsor. Hein. Enfin, là, vous avez des athlètes, vous avez une athlète olympique, vous pourrez lui demander, il y a des champions nationaux, des champions olympiques, des champions internationaux qui ne trouvent même pas de sponsor alors qu'ils ont un palmarès conséquent. Moi, comme je l'ai dit, quand je me lance dans ce tour du monde, je suis directrice financière à Singapour, je ne suis pas du tout une athlète. Qui va mettre un copec sur moi? Enfin, j'ai pas de palmarès, j'ai rien. Il n'y a aucune garantie que je vais aller au bout. Donc financièrement, c'était toute seule. Logistiquement, c'est compliqué. Dans votre cadre d'amis, vous verrez, même surtout quand vous approchez la quarantaine, généralement les gens ont des enfants, des familles sont installées. C'est pas facile de trouver la bonne copine ou le beau copain qui va lâcher tout pendant 2 ans pour vous accompagner sur les routes. Donc vous vous dites rapidement que vous devriez y aller seul si vous allez le faire. Donc je l'ai fait solo, avec ma petite poussette qui portait toutes mes affaires. Voilà, moi et ma poussette. Elle a un nom, elle s'appelait Bob. Voilà. Et Marie a écrit un livre, si vous voulez en savoir plus sur ce parcours qui est passionnant, qui s'appelle Le monde sous mes pieds. Ouais, Le monde sous mes pieds, où elle raconte en fait toutes ces anecdotes dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, mais vraiment, si vous avez l'occasion de voir ce livre, il est passionnant. Des questions? Oui? J'aurais une petite question pour Marie, Tatiana et Amina. Est-ce que votre famille ou vos amis vous ont beaucoup soutenu ou pas du tout dans votre parcours? Alors moi, au début, ça a été... j'ai pas forcément été soutenue parce qu'on riait quand je disais que je voulais faire de la boxe. C'est encore plus en compétition et atteindre le plus haut niveau. On me disait que c'était pas possible parce que je commençais tardivement et que les autres avaient commencé beaucoup plus jeunes. On me disait que c'est pas possible parce que j'avais jamais fait de boxe. Mais c'était pas méchant. C'était plus... parfois, ceux qui vous mettent le plus de barrières, c'est les gens qui vous aiment le plus et donc ils veulent vous préserver, ils veulent trop vous protéger. Mais à un moment donné, il faut... Si toi, t'as pas réussi, ça veut pas dire que moi, je vais pas y arriver. Donc, n'écoutez pas les barrières qu'on vous met et n'imposez pas des barrières que vous-même, vous n'avez pas atteint aux autres. Donc, moi, j'ai prouvé à toute ma famille que c'était possible. Et quand j'ai obtenu mon premier titre de championne de France, j'ai eu pas mal d'oncles, de cousins, cousines, de frères et sœurs qui sont venus s'excuser en me disant « Désolée de ne pas avoir cru en toi et d'avoir essayé de te freiner dans ton aventure. » De mon côté, je pense que je me suis moi-même mis des grosses barrières à enlever. Moi, je viens d'un milieu qui est très défavorisé. Du coup, devenir artiste, pour moi, c'était quelque chose de pas possible. C'était juste un rêve. Ce que je disais à chaque fois, c'était que je voulais devenir éducatrice spécialisée parce que socialement, ça marchait bien. Je pouvais gagner de l'argent et si jamais mes parents étaient en galère, je pouvais intervenir pour pouvoir les aider. Donc, j'avais vraiment ça en tête. Et deuxième année de psycho, quand je me rends compte que je ne peux pas arrêter de funambule et que j'en ai besoin et que j'envisage que ce soit un métier, je crois que je me rappellerai toujours de ce moment-là, parce que j'avais une énorme appréhension de le dire à mes parents. Et quand je leur en ai parlé, ils ont éclaté de rire en disant qu'ils savaient très bien que c'était ça que j'allais faire, parce que je pétillais en fait quand j'étais à cet endroit-là. Et je me rappelle d'une phrase que m'a dit ma mère quand j'étais plus jeune. Ma mère est femme de ménage. Et elle m'a dit, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, elle m'a dit l'important, c'est pas ce que tu fais,
Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment pourquoi est-ce que tu fais ça. Si tu sais pourquoi tu le fais, tu pourras faire n'importe quel métier. Alors pour finir, alors c'est amusant parce qu'on est 3 et on a 3 expériences différentes de l'entourage familial. Chez Amina, ça a été plutôt bah non, ça va pas être possible. Chez toi, ça a été en fait, c'est toi qui t'es mis les barrières et c'est eux qui t'ont dit qu'ils le savaient depuis toujours. Moi, quand je leur ai dit bon bah j'ai une petite annonce à faire, je vais partir faire le tour du monde en courant, ils ont sorti leurs agendas, ils ont dit alors tu pars quand et tu pars par quel pays, parce que nous on aimerait bien venir te rejoindre pour des vacances comme ça. Et j'étais là mais personne va me dire stop, c'est pas possible. J'avais presque envie qu'on me le dise, toi, mais et en fait, non, aucune barrière. Donc, du coup, en roue libre. Voilà, il n'y avait rien qui me disait ni que ça allait pas être possible. Donc, en fait, et le truc en commun, c'est que nous, on savait pourquoi on le faisait et on avait cette détermination d'y aller. Quel que soit qu'on te dise que tu ne peux pas le faire ou que tu te caches, en fait, de ton objectif, c'est juste la détermination qui va compter. Voilà, ça, c'est le point commun. Peu importe le support ou pas. Merci, merci infiniment. Vous aviez eu des super questions. Vous pouvez descendre, poser les questions avant de partir. Venez poser les questions directement à Tatiana, Marie et Amina. Est-ce que vous avez déjà eu une blessure grave due à la boxe? Non, j'ai jamais eu de blessure grave. J'ai déjà eu des blessures qui ont fait que je me suis arrêtée pendant un certain temps parce que je pouvais plus pratiquer, mais c'était pas dû à la boxe. C'est quelque chose que j'aurais certainement pas découvert si je pratiquais pas un sport à haut niveau, mais là ça s'est découvert. C'est en fait j'avais une malformation des vaisseaux sanguins sous le pied, et si je faisais pas de boxe, je m'en serais certainement jamais rendu compte, mais là vu que je courais beaucoup, donc ça se bouchait, en fait ça me faisait une douleur, je pouvais plus poser le pied par terre. Donc on a réadapté tous les entraînements, donc aujourd'hui je fais plus de course à pied, je remplace par du rameur, du vélo et plein d'autres appareils de torture bien plus horribles que la course. Comment vous êtes préparé à la boxe en si peu de temps? Excuse-moi, j'ai pas dit. Comment vous êtes préparé pour les JO en si peu de temps? C'est pas si peu de temps, j'ai commencé en 2012 et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, donc c'est beaucoup de temps. Et il faut savoir que quand on prépare des Jeux Olympiques, une Olympiade c'est tous les 4 ans, mais en réalité on prépare des Jeux Olympiques, c'est bien plus long que ça pour arriver au top sur une Olympiade et être au niveau. Et avant même d'espérer arriver aux Jeux Olympiques, déjà il faut être la numéro 1 française. Ensuite, il faut être sur des podiums internationaux comme les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et ensuite, c'est pas arrivé vite, mais c'est arrivé au bon moment. J'ai progressé d'une très très bonne manière et j'ai pris beaucoup de plaisir. Parce que derrière la question, c'était en ayant commencé si tard. Ah oui, ok. Je vais répondre à cette question aussi. En ayant commencé si tard, c'est vrai que la boxe, c'est un sport où on commence généralement entre 8 et 15 ans maximum. 18 ans, c'est des cas très très rares. Quand j'ai commencé à 18 ans, il y en avait peu qui croyaient dans ce projet parce que c'est compliqué. Et on se dit, mais il y en a, ils ont commencé ultra jeunes. Comment tu vas pouvoir rattraper ce retard et pouvoir les battre? Mais en réalité, en fait, je pensais pas à ça. J'étais ultra motivée. J'étais très passionnée par le sport. Et donc, je m'entraînais tous les jours et j'y mettais toute mon âme lors des entraînements. Et j'ai évolué super vite au début, et ce qui m'a permis de rentrer en équipe de France. Et derrière, on évolue encore plus vite parce qu'on fait énormément de compétitions internationales et on fait des sparring, donc comme des combats mais à l'entraînement avec les meilleures boxeuses au monde. Donc forcément, on évolue plus vite. Et peu importe l'âge, quand on est déterminé, il n'y a rien qui nous freine. Vous avez combien d'entraînements par semaine? Je m'entraîne 6 jours sur 7, 2 fois par jour, quand je prépare des compétitions. Donc, mais sinon, quand j'ai une compétition ultra lointaine, je m'entraîne 2 fois par jour, peut-être 3 fois par semaine, et tout le reste 1 fois par jour. Du coup, vous avez gagné quoi? Elle est dure cette question. Heureusement, j'ai gagné des trucs. Si j'avais rien gagné, tu m'aurais vexée. Oui. Alors, ce que j'ai gagné, donc mon palmarès, je suis 6 fois championne de France, je suis médaillée de bronze au championnat du monde, médaillée d'or aux Jeux européens. Donc c'est une compétition, c'est comme des Jeux olympiques mais au niveau européen. J'ai gagné la médaille d'or et c'est cette compétition qui m'a qualifiée pour les Jeux olympiques.
Donc aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas eu de médaille aux Jeux Olympiques, mais j'espère revenir après 2028 pour rajouter cette ligne à mon palmarès. Tatiana, qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de faire ça? Moi j'étais une petite fille qui aimait beaucoup grimper. J'adorais escalader les arbres, j'adorais faire ce genre de choses. Et en tant que petite fille, on me ramenait toujours au fait que j'étais un garçon manqué, qu'il fallait pas que je grimpe, que voilà, comme s'il fallait que je reste à une certaine place. J'ai vu une funambule dans mon quartier qui a traversé entre la mairie et Sécurité sociale à l'époque. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que j'ai vu une femme qui avait l'air d'être heureuse, qu'on applaudissait alors qu'elle était en l'air. Et moi, j'étais au sol, j'étais très mal dans ma peau, mal avec ma couleur de peau aussi. Et je pense que j'ai passé toute mon enfance à essayer de me fondre dans la masse, ça n'a jamais marché. Et en fait, quand je l'ai vue, ça a été comme une apparition. Et c'était pas quelque chose où je voulais lui ressembler, c'était pas ça. Je voulais prendre sa place en fait. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que moi j'étais en bas à me cacher alors qu'elle était là, qu'elle rayonnait. Du coup, le soir, je me rappelle très bien, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai juré aux étoiles que je viendrais la plus grande funambule du monde. Et je pense qu'en disant ça, en fait, si je reprends ça maintenant avec mon histoire et l'âge que j'ai maintenant, je pense que ça voulait juste dire que je voulais être une femme épanouie. Et ouais, et je pense que j'ai réussi. Pour Marie, vous avez visité quel pays en courant? Alors, je les ai traversés plus que visités. Je les visitais occasionnellement, j'avais un peu de temps l'après-midi. Donc 4 continents et je crois pas loin de 30 pays. Mais c'est particulièrement parce que par exemple l'Australie est un pays-continent, donc c'est un continent, un pays. Pareil pour l'Amérique du Nord, j'ai traversé les États-Unis. Par contre en Europe, effectivement, j'ai beaucoup sillonné, donc la plupart des pays c'était surtout en Europe. Une trentaine. D'autres, oui. Moi aussi, c'est pour Marie. Et c'était pour savoir pourquoi vous êtes partie sur un coup de tête. Ah non, je suis pas partie sur un coup de tête. On va pas faire un tour du monde à pied toute seule sur un coup de tête. Non, ça s'est préparé entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je suis effectivement partie, j'ai démarré mon tour du monde, il s'est écoulé 2 ans. Donc le coup de tête, il arrive à partir du moment où l'idée me traverse le cerveau, de réconcilier ma vie de nomade et ma quête du monde avec finalement ma passion pour la course à pied. Et ça donne, dans un moment de sérendipité, tour du monde en courant, là il se passe un truc, effectivement, les gars, on peut appeler ça un coup de tête ou un foudroiement. Mais à partir du moment où je réalise que 6 personnes l'ont déjà fait, une femme, et c'est important, et 5 hommes, pour moi ça valide l'idée que c'est faisable. Mais il faut se préparer, donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait un coup de tête, il faut se préparer physiquement, il faut préparer la logistique, parce que j'étais toute seule, et il faut mettre un peu d'ordre dans ses finances, parce que j'avais pas de sponsor, donc j'y allais uniquement avec mes économies. Donc voilà pourquoi ça a mis 2 ans, donc c'est un coup de tête assez long quand même dans sa préparation. Question pour Tatiana. Est-ce que t'es déjà tombé de ton fil? Alors, ça m'est déjà arrivé de tomber de mon fil à l'entraînement. Parce que quand on est à l'entraînement, c'est là qu'on est à son plus haut niveau technique, on essaye de faire des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir de la sécurité. Quand je m'entraîne, j'ai toujours des tapis ou un filet en dessous, quelque chose qui peut me rattraper. Donc oui, ça m'est déjà arrivé de tomber. Après, sur des grandes marches funambules, parce que ça m'arrive d'évoluer en grande hauteur, à 20 mètres, 30 mètres, on a été jusqu'à 55 mètres. Là, si tu tombes, c'est terminé. Donc, tu te relèves pas. Voilà. Pour toi, Tina, c'est quoi votre plus grande hauteur et votre plus grande distance? Alors, la traversée la plus haute qu'on ait faite, c'était 55 mètres. C'était à Alès, entre un gros rocher et le 18e étage d'un immeuble. Et c'était une traversée qui faisait 250 mètres de long.
Après, la plus longue traversée, je crois que c'était 350 mètres, 100 mètres de plus. Comment vous arrivez à gérer avec les enfants? Ah, comment vous arrivez à gérer avec les enfants? Ah oui, parce que j'ai dit que Tatiana et Amina avaient un enfant. Ben moi, pour tout vous dire, c'est tout récent. Mon bébé, il a 8 mois. Donc, j'ai appris ça au fur et à mesure des mois, mais je continue d'apprendre parce que y a des moments où c'est encore compliqué. Quand j'ai accouché, j'ai repris les entraînements 2 mois après. Et donc, ça a été une grosse organisation. Avant, pour aller à l'entraînement, je prenais mon sac et je sortais. Maintenant, je dois l'habiller, je dois préparer son sac, je dois tout prendre. Et donc, je me retrouve avec 4 sacs pour aller à l'entraînement. C'est plus du tout la même organisation. Mais en réalité, on y arrive parce que l'être humain a une capacité d'adaptation dans tout. Donc, parfois, on se dit, mais oh non, moi, si je dors pas 8 heures de sommeil par nuit, c'est impossible que je m'entraîne 2 fois par jour ou que je sois productive. Et puis après, 8 heures de sommeil, c'est une illusion. et donc, avec à peine 4 heures de sommeil, on se retrouve à faire de très belles choses et être très concentré. Et donc, c'est beaucoup d'adaptation et une vraie organisation. Après, j'ai ma famille, j'ai mon mari qui m'aide beaucoup pour garder le bébé quand je suis aux entraînements. Et puis voilà. Je crois qu'elle répète avant. Ok. Et dites-moi, comment vous faites, comment vous aurez apprendre que votre enfant ferait de la boxe? Comment tu réagirais? Alors, comment je réagirais? En réalité, je le laisserai faire de la boxe s'il veut faire de la boxe, parce qu'il va décider finalement. Mais c'est pas moi qui va l'emmener vers ça. Bon, forcément, il va baigner dans ce milieu, parce qu'aujourd'hui, il a 8 mois, il est tous les jours à la salle de boxe parce que je m'entraîne. Mais c'est pas moi qui va lui dire « Oh, tu devrais faire de la compétition pour essayer ». Et s'il n'en fait pas, je lui proposerai pas. Mais s'il veut faire ça, je l'accompagnerai, je l'aiderai, je le soutiendrai un maximum pour qu'il soit le meilleur dans son domaine. Alors moi du coup, l'arrivée de ma petite, c'était un peu compliqué en fait. C'est dur d'avoir un enfant. Et je pense que ce qui a été le plus difficile, hormis tout le passage de la grossesse où tu vomis tous les jours et l'accouchement qui se passe très mal, je pense que le plus difficile pour moi, ça a été le retour au travail. Moi j'ai eu un accouchement en césarienne en urgence, on a réussi à sauver le bébé, c'était assez compliqué. Et derrière il m'a fallu 5 mois pour reprendre le temps que la cicatrisation se fasse correctement, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à trouver les personnes qui pouvaient m'accompagner pour que ça se passe bien. Donc voilà, mais ce qui a été dur, ça a été le retour au travail. Ça a été d'une violence. C'est que d'un coup, je revenais pour réussir à retrouver mon niveau sur le fil. Et à aucun moment, j'ai été accompagnée quelque part. À chaque fois que j'arrivais avec mon bébé, il n'y avait pas de place pour ce bébé. Et encore maintenant, ça me donne envie de pleurer. Je pense que j'ai réalisé à ce moment-là que quand on était parent, ou quand on était une femme avec un bébé, on n'était pas accueillis. Il n'y avait pas de place dans le monde du travail pour les enfants. Et j'ai dû me placer. Ça a été très dur au début, il y a eu beaucoup de larmes. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. Et on m'a beaucoup invitée avant sur des tables rondes sur pourquoi est-ce que les femmes, on voit pas beaucoup de femmes qui portent des projets. Et à partir de là, j'ai pu vraiment répondre à cette question en fait. C'est que les femmes, elles sont brisées. Tu fais un enfant, tu arrives à continuer. T'en fais 2, en général, tu diminues ta carrière, t'en fais 3, t'arrêtes. Et c'est ça qui se passe. Donc là, on est en train de... J'ai beaucoup écrit, j'ai frappé à la porte du ministère de la Culture et on est en train d'organiser tout un tas de tables rondes sur la parentalité pour que cette parentalité elle puisse être accueillie. Et on espère réussir à faire changer les choses et on accompagne les jeunes mamans à réussir à se faire accepter dans les lieux et à avoir un super argumentaire pour que derrière ça puisse bouger. Voilà. Est-ce que des fois vous avez... Est-ce que des fois vous êtes démotivé
et vous avez envie d'arrêter, et du coup, qu'est-ce qui vous remotive? Est-ce que des fois je suis démotivée? Oui, ça c'est sûr. Je suis souvent, ça peut arriver assez souvent, surtout quand, par exemple, la préparation avant les Jeux Olympiques, c'est très très intense. Il faut savoir que je pars tout le temps en stage et en compétition avec l'équipe de France. Donc pour vous dire, l'année avant les Jeux, sur 365 jours dans l'année, il y a eu 200 jours où j'étais pas chez moi, j'étais soit en compétition, soit en stage. Donc forcément c'est difficile, on est fatigué, on passe beaucoup moins de temps avec sa famille, donc on est démotivé. Mais je reprends ce que vous disiez ce matin. Le principal, en fait, c'est toujours garder à l'esprit pourquoi on le fait. Et donc ça redonne un coup de boost. Je me dis, c'est quoi mon objectif? Pourquoi j'ai commencé la boxe? Et qu'est-ce qui fait que ça m'anime tous les jours, ça me donne envie. Et donc quand on repense à ça, forcément, ça remotive un petit peu. Et après, il faut se dire que quand on fait des choses, même si c'est des choses qu'on aime énormément, il y a un moment où on est fatigué, il y a des matins où on est saoulé, on a juste envie de rester sous la couette. Mais la vie fait qu'on doit continuer d'avancer pour atteindre ses objectifs. De mon côté, je pense pas avoir eu des périodes où j'étais véritablement démotivée. Après, dans nos métiers, on doit en faire plusieurs en même temps, on doit réussir à vendre les spectacles, donc on est quand même toujours sur le qui-vive, et des fois on met énormément d'énergie pour ce tout, pour que ça puisse fonctionner, et des fois on se demande à quoi bon, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça tient. Mais moi je sais, pour avoir essayé d'arrêter le funambule quand j'étais à la fac, parce que je voulais devenir éducatrice spécialisée, je sais que je peux pas. C'est vraiment la discipline qui me canalise et qui me permet d'être bien et qui me permet d'être adaptée en société. C'est vraiment, moi je suis quelqu'un, j'adore qu'il y ait du monde autour, mais je déteste être dans la masse. Donc j'aime bien pouvoir me retirer, et ce métier-là me permet de pouvoir trouver cet équilibre et d'avoir cette reconnaissance, mais en même temps, personne ne me reconnaît, donc je peux partir à n'importe quel moment. Alors, dans l'aventure du Tour du Monde, c'est assez différent, parce que là, vous avez deux athlètes de haut niveau. Moi, je ne me considère pas comme une athlète. Moi, j'étais directrice financière jusqu'à mes 40 ans. Et donc, en fait, pour moi, ce Tour du Monde, il n'a pas l'enjeu de la compétition que tu peux avoir quand tu fais des combats et tu veux gagner. Et c'est normal, c'est ça qui t'anime. Ou pour toi, c'était un choix de vie. Moi, j'ai décidé de mettre ma carrière entre parenthèses et de m'offrir la plus belle aventure possible que je pouvais m'offrir. Et c'était ce tour du monde magnifique à pied et en courant. Et en fait, je me réveillais tous les matins avant le réveil matin, tellement j'avais hâte de la journée qui se profilait. Parce que tous les matins, tout était neuf devant moi, il y avait une aventure. J'allais vers un endroit, une ville que je ne connaissais pas, en utilisant une route que je n'avais jamais utilisée de ma vie. J'allais découvrir des paysages, j'allais découvrir je ne sais pas quoi, j'allais rencontrer des gens peut-être ou peut-être pas, mais il y avait, tous les jours étaient une micro-aventure. Et d'avoir une telle intensité dans sa vie, au quotidien, pendant les 2 ans et demi qu'a duré cette aventure, pour moi, la question de la motivation ne s'est pas posée une seule fois. Enfin, c'était tellement dingue ce que je vivais, et c'était mon choix. Je m'étais offert ce cadeau immense, que finalement, l'effort du marathon quotidien, ça paraît bizarre quand je le dis, mais il était vraiment anecdotique. Il servait l'aventure, en fait. Donc, et pour moi, je trouvais que si le prix à payer pour vivre l'aventure extraordinaire que je vivais, c'était de courir ce marathon tous les jours, c'était un bien maigre prix à payer pour tout ce que j'avais en retour. C'était fou. Donc, dans mon cas précis, la question de la motivation, pas une fois, ne s'est posée. Question pour Marie. Est-ce que vous vous êtes déjà senti en danger pendant votre traversée? Alors, une fois. Alors si on pense à une femme seule sur les routes du monde pendant 2 ans et demi, et je reviens en vous disant qu'une seule fois je me suis sentie en danger, et qu'en plus c'était de ma faute, le monde n'est pas aussi dangereux qu'on veut bien le dire. Alors je vais raconter cette histoire, et ça me fait de la peine de le raconter parce qu'elle va mettre une couleur sur un certain pays que j'ai traversé qui autrement m'a très bien accueilli. Et vu les circonstances actuelles, c'est pas forcément habile, mais je la raconte quand même. J'étais en train de traverser l'Amérique du Nord, et c'était dans l'état du Montana,
par erreur, une erreur de guidage. Je suivais un sentier et j'ai pas vérifié les signes le long du sentier. Et voilà, je me laissais porter par la course, tout était beau et magnifique dans le Montana. Et je me suis retrouvé, sans le faire exprès, sur une propriété privée. Crime de lèse-majesté aux États-Unis. Il faut savoir que dans certains États des États-Unis, dont l'État du Montana, à partir du moment où ce qui s'appelle trespasser, vous vous retrouvez sur la propriété privée de quelqu'un, le propriétaire des lieux peut vous tirer dessus sans avoir à justifier de la légitime défense. Le simple fait que vous soyez sur ces terres justifie qu'il puisse vous tirer dessus. Et donc moi je me suis rendu compte que j'étais sur une propriété privée quand je me suis retrouvé nez à nez avec un petit monsieur qui avait l'air très fâché et qui avait un fusil à la main. Donc j'ai rapidement réalisé mon erreur et là je me suis dit que c'était une petite erreur qui pouvait me coûter très cher. Je pense que ce qui m'a sauvé la vie ce jour-là, c'est que, on en a parlé avec quelques-uns quand on était en salle d'interview, pour porter mes affaires durant ce tour du monde, j'utilisais une poussette. Et 99,99999% des gens qui me croisaient sur la route pensaient que j'avais un bébé dans cette poussette et que j'étais une femme qui faisait mon jogging avec mon bébé dans la poussette. Et je pense que ce jour-là, si ce monsieur n'est pas passé à l'acte, c'est qu'il y avait le dilemme de la femme et l'enfant, c'était compliqué, éthiquement un peu tiré par les cheveux. Il voyait bien que j'étais pas un danger. Mais voilà, et c'est le seul moment en 2 ans et demi d'aventure autour du monde, à travers le continent, où une femme seule sur les routes s'est sentie en danger. Donc ça va. Tatiana, pourquoi vous ne me protégez pas? Alors, je me protège. Si je ne me protégeais pas, je ne serais plus là. Je travaille sur le funambule sans longe de sécurité. Ça, c'est un fait. Mais je ne travaille pas sans sécurité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, on a mis en place tout un protocole. Déjà, j'ai démarré le funambule à l'âge de 8 ans. Je vais sur mes 42 ans. Donc ça fait un certain nombre d'années que je suis sur ce fil. J'ai commencé à faire des marches funambules il y a une dizaine d'années. Et j'étais vraiment prête mentalement, les pieds, tout était vraiment en place pour pouvoir le faire. Et on a mis tout un protocole de sécurité autour de la traversée funambule. C'est-à-dire que sous mon costume, j'ai un baudrier de sécurité avec une longe de sécurité. Okay. Tous mes costumes ont un petit décolleté. C'est pas pour faire joli, c'est pour que je puisse facilement prendre ma longe de sécurité si jamais j'ai un souci. Donc par exemple, je démarre une traversée, tout va bien, et là d'un coup, il y a une grande bourrasque de vent qui arrive, il y a la météo qui change, je m'assois sur le fil, je prends ma longe de sécurité, je l'accroche au fil. Mon balancier, il a aussi un mousqueton, du coup je le mets en sécurité. Et soit la bourrasque, le vent, la météo se calme, dans ce cas-là, j'enlève la longe de sécurité et je repars, je prends mon balancier et je repars. Soit c'est pas possible de continuer, dans ce cas-là, je fais un signe de croix comme ça. Et il y a un rigueur, un technicien qui est près de chaque côté, celui qui est le plus proche de moi vient. Lui, il a un kit de survie, du coup, il passe sous le fil avec une sorte de tyrolienne. Et il vient me rejoindre, et du coup il a une corde dans son sac, et il me descend au sol. Et ça, en 15 ans, on va dire 15 ans de grande marche funambule, c'est arrivé juste une seule fois en spectacle, et 2 fois pendant la générale du spectacle. La générale, c'est la traversée qu'on fait avant de le faire véritablement en spectacle, pour voir si tout est bien ok. Donc c'est pas arrivé énormément de fois sur la totalité des marches qu'on a faites. Mais je travaille pas sans sécurité, je travaille sans longe de sécurité. On va arrêter là, je vais demander peut-être un petit mot de conclusion pour chacune. Dernier message qui n'aurait pas été transmis par une question que les jeunes vous ont préparée, mais que vous auriez envie de passer aux jeunes. Alors déjà, merci à tous de nous avoir écoutés, merci de nous avoir posé des questions, elles étaient très pertinentes. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Et moi, s'il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est le conseil qu'on m'a pas forcément donné, mais j'aurais beaucoup aimé qu'on me le donne, c'est arrêtez de vous mettre des barrières à vous-même dans vos têtes. Il y a plein de gens qui veulent pas faire de boxe parce qu'ils se disent non, c'est un sport où il n'y a que des hommes, on prend des coups dans la tête, mais je leur dis, mais avant de prendre des coups dans la tête, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, on peut travailler le cardio, on peut se renforcer musculairement et prendre confiance. Donc ne vous mettez pas des mauvaises idées dans vos têtes avant même d'avoir fait quelque chose.
poussez toutes les portes, allez essayer les choses, allez découvrir le monde, profitez, kiffez, et j'espère que vous serez de bonnes personnes en étant grands. Alors si c'est un conseil par exemple, ça serait d'avoir conscience et de rester connecté à l'enfant que vous êtes ou que vous étiez, puisque vous êtes adolescent, vous êtes en train de passer doucement vers l'âge adulte. Et c'est très important parce que c'est dans l'enfant que vous étiez et dans ce qui vous animait quand vous étiez enfant que finalement vous allez trouver les clés de votre épanouissement plus tard. Si je fais un parallèle avec le tour du monde, quand l'idée de ce tour du monde me vient alors que j'ai 40 ans, c'était la question que mon père m'avait posée, je crois, quand j'avais 7 ans, et qui m'avait dit, si tu avais tout l'or du monde, si tu avais tous les trésors du monde, qu'est-ce que tu ferais? Et je lui avais répondu, sans même attendre une seconde, que je ferais mon tour du monde. Et je ne me rappelais même pas qu'on m'avait posé cette question, ni quelle était ma réponse. Mon père me l'a rappelé récemment. Mais c'est très important, même si je ne me rappelais pas de l'anecdote, de toujours se rappeler qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait vibrer vous. Et ça, c'est unique, c'est quelque chose que vous avez. Et tant que vous le gardez en vous, vous ne savez jamais à quel âge vont se réaliser vos rêves. Ils ne se réalisent pas. À quel âge vous allez réaliser vos rêves, où vous allez vraiment vous épanouir dans ce que vous aimez. Donc voilà, gardez l'enfant en vous, n'oubliez pas. Moi, je vais terminer sur une notion de faire très attention, en fait. Ça va être la différence entre le risque et le danger. Quand on prend un risque, on est conscient de ce qu'on fait. Et il y a tout un protocole qui nous amène à l'endroit de ce risque. Ce qui est très différent de quelque chose de dangereux, où on n'a pas conscience des choses. Par exemple, je me sens beaucoup plus en sécurité sur un fil à 50 mètres de haut sans longe de sécurité que dans ma voiture. Et pourquoi est-ce que je me sens pas en sécurité dans ma voiture? Parce que tout est fait en sorte pour que je me sente en sécurité. Du coup, j'en oublie le danger que c'est que de se déplacer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on oublie exprès pour pouvoir franchir la porte, parce que du danger, il y en a partout. On peut mourir dans vraiment tout un tas de choses. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques et que c'est l'endroit où il y a le plus de morts, je pense. Donc c'est vraiment de toujours réussir à rester le plus conscient possible de ce qu'on fait. Et c'est ça qui arrive à nous sauver, en fait, qui fait qu'on est encore en vie. Ne pas oublier qu'on est des êtres mortels et que cette vie, elle est précieuse. Voilà. Merci à tous. Entrez bien au collège. À bientôt. Merci à la ville de Deauville ainsi que les franciscaines de Deauville pour leur accueil. Retrouvez prochainement sur Westrack un reportage avec les temps de préparation des questions des jeunes et leur rencontre avec 2 de ces femmes conquérantes et inspirantes.